J'ai été nommé, moi, Jean Perron, entraîneur du siècle au Nouveau-Brunswick. Mon capitaine Sergei Bello, puis Eddie Ravniaga. Je suis ici, vois-tu, avec Dave King puis George Kingston à Sarajevo, l'infini. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Genre de toi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean Perron, l'ancien entraîneur du Canadien de Montréal. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Denis, ça me fait plaisir de te recevoir chez nous à la loge à Perron. Vous allez bien aujourd'hui? Très bien, surtout que là, la neige commence à, comme on dit, à partir. Ça fait que on va penser au golf éventuellement. Ça fait que l'hiver est assez long. Ouais, puis on en a eu assez en plus. De la neige, hein? Hey, ça, c'est la première fois que je vois autant de neige dans ma vie. Ça fait 7 ans que je suis ici à Chandler, mais je peux te dire une chose, c'est la première fois que je vois autant de neige. Dans mon cas, c'est pas mal la même chose aussi. Hein? Oui, hein? Fait quoi? Ça fait déjà 15 ans, 16 ans que je t'en vois ici. Puis autant de neige, là, c'est pas mal. Mettons. Oui, c'est assez spécial. Ah oui. Fait que, on va parler un peu de vous dans cette émission-là. On va commencer un peu par le début. On va parler un peu de votre enfance. Parlez-moi de ça. Ben, moi, je viens d'une famille de 8 enfants, 4 garçons, 4 filles, dans un petit village à Scott Corner, qui est juste à côté de Sherbrooke. Et je viens d'une famille très pauvre, très, très pauvre. Mon père était bûcheron l'hiver, charpentier l'été, puis était alcoolique en plus. Donc, c'était des temps difficiles. J'ai eu une enfance difficile, mais d'un autre côté, avec la mère qu'on avait, on s'en est bien sorti parce que c'est ma mère qui pratiquement élevait ses enfants toute seule. Et elle avait à cœur que je fasse des études, que nous fassions des études comme tous les enfants, pas juste un, tous les 8. Et finalement, si je suis allé à l'université, c'est grâce à ma mère. Ça, c'est clair. Parce que mon père, à 14 ans, moi, j'avais la grosseur que j'ai aujourd'hui. Mon père, à 14 ans, il m'a ramené dans les 4 bûcherons à Hearst, en Ontario, puis il n'était pas question. Ma mère ne voulait rien savoir de ça. Ça fait qu'après avoir été à l'école élémentaire de Scott Corner, je suis allé au séminaire Saint-François-Cap-Rouge. J'ai commencé mon cours classique là, et je l'ai fini au séminaire de Sherbrooke. Et par la suite, j'ai fait mes études universitaires à l'Université de Sherbrooke. Vous avez fait vos études universitaires en activité physique. C'est quoi que vous avez attiré là-dedans? Alors moi, quand j'étais à l'école, au séminaire de Cap-Rouge, Saint-François de Cap-Rouge, tout ce que je faisais là, en dehors des études, c'était des sports. On était 225 étudiants, puis on avait 4 patinoires, puis on était obligé de faire du sport. Toutes les saisons avaient un sport différent. Donc, moi, j'étais dans tous les sports, puis j'adorais ça. C'est pour ça que j'ai eu la piqûre de faire un éducateur physique à partir de ce moment-là. Donc, éléments, syntaxe, méthode, là, j'étais dans les sports jusque par-dessus la tête. Puis, dans ce temps-là, c'était quel sport qui vous intéressait? Ah, tout! Moi, j'ai touché à tout. On avait, tu sais, dans un séminaire comme ça, où ce que tu as des vacances chez toi à Noël seulement, puis à la fin de l'année, au mois de juin, à l'automne, tu faisais du football. Quand l'hiver arrivait, tu faisais du hockey, puis du basketball. Au printemps, là, on commençait à jouer par exemple, au tennis, badminton. En somme, on touchait à peu près ping-pong. Tu sais, une gang de gars, là, c'était juste des garçons, là, qui étaient au séminaire Saint-François à Cap-Rouge. Ça fait que tu compétitionnais contre tes chums continuellement. Donc, c'était la grosse vie, comme on dit. Vous étiez un grand sportif. Ah ouais, moi, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Tous les sports qu'on pouvait essayer, le ski, j'ai à peu près tout fait. Ça fait que quand je suis arrivé à l'Université de Sherbrooke, en éducation physique,
ben, il fallait faire de la gymnastique. Ben, on avait commencé de la gymnastique. On avait des cours d'éducation physique au séminaire Saint-François. Ça fait que tous les sports qu'on devait enseigner, ben, on les faisait nous autres mêmes, là. Tu sais, la gymnastique sportive, la lutte gréco-romaine à l'université. Puis on avait des bons professeurs. Ça fait que quand je suis arrivé au collège de Matane, ça a été ma première job, ben, j'ai enseigné ces sports-là. Ça fait que... puis j'avais pas de problème dans toutes ces activités-là. La plupart du temps, même en natation, on n'avait pas de piscine au séminaire Saint-François, mais nous autres, très jeunes, on était juste à côté de la rivière Saint-François, où je demeurais. On était dans la rivière, puis on nageait. Ça fait que j'ai appris à nager par moi-même. Puis là, ben, naturellement, à l'université, ben, on l'a perfectionné. Vous avez parlé de la lutte. Vous en avez fait? Ah oui, la lutte gréco-romaine, ben oui. Ça, cette lutte-là, c'est laquelle? C'est la lutte, ça, qu'on présente aux Olympiques. C'est la lutte que vous voyez aux Olympiques là, d'été, ben, c'est la lutte que nous autres, on pratiquait dans ces années-là. Fait que ça ici, vois-tu, c'est ma famille, mais des amis aussi. Comme Jean Bergeron fait partie de la famille. Mon frère Michel est en arrière. Ça, c'est un Dubé. Ça, c'est un Bergeron. Ça, c'est Alcide Riendeau qui est mort aujourd'hui. Ça, c'est mon frère Guy qui est le plus jeune. Puis c'est moi en arrière avec mon chandail du Canadien. Le hockey est rentré dans ma vie. Je devais avoir à peu près 5 ans. Puis là, moi, je voyais on avait une équipe locale qui jouait dans une ligue intermédiaire C dans la région des cantons de l'Est. Puis je regardais ces gars-là aller, puis je trouvais ça beau, je trouvais ça le fun. J'étais sur les bancs de neige. J'avais 5-6 ans. Ma mère se demandait de quelle place que j'étais. J'étais sur les bancs de neige le soir à 8 heures en train de regarder, 8 heures, 9 heures, en train de regarder ces grands qui jouaient au hockey. Puis moi, ben, la piqûre a commencé là. Et là, j'ai tanné ma mère comme ça se peut pas pour avoir des patins. Finalement, ben, on n'avait pas beaucoup d'argent chez nous. Ça fait que elle dit, les seuls patins que je peux t'offrir, c'est les patins d'une sorte de chaque côté. Ça fait que j'avais 2 patins différents quand j'ai commencé à patiner. J'étais gêné, mais ça me dérangeait pas. Donc, vous avez commencé à jouer à quel âge à ce À peu près vers les 7 ans. Je dirais que j'ai commencé à jouer au hockey avec tous mes chums de la place. Puis, on pouvait des fois marcher 3-4 000 pour aller, je trouve, parce que chez nous, à un moment donné, on avait une patinoire, tout à coup, on n'avait pas. Ça dépendait de l'argent que la municipalité avait. Ça fait que s'il y avait de l'argent, on avait une patinoire. Si la municipalité n'avait pas d'argent, mais il n'y avait pas de patinoire. Ça fait que là, on allait jouer au diable au vert, comme on dit, sur des fermes à quelque part qui avaient un rond de glace. Puis on s'habillait dans des granges. Mais on faisait des milles pour aller jouer au hockey. En plein hiver, on se faisait geler les pieds, tout ce que tu veux, mais c'était pas grave. On faisait ce qu'on aimait. Moi, mon rêve, c'était de coacher le programme olympique. Ça fait que je suis ici, vois-tu, avec Dave King puis George Kingston à Sarajevo. On a fini Sarajevo. Ouais, on a fini 4e. Moi, mon rêve, ça a commencé sur les genoux de mon père qui écoutait une partie de hockey à un moment donné à la radio. Il y avait juste Radio-Canada dans ces années-là. Puis, je disais à papa, j'ai dit, qu'est-ce que tu écoutes là? Ben, il dit, ça, c'est l'équipe du Canada qui joue aux Olympiques. Puis, il y a un gars qui joue là-dedans, c'est un francophone, il s'appelle Lamirande. Et ça se trouve être un de mes cousins. Puis, je veux écouter qu'est-ce que c'est que mon cousin fait. Mon père n'était pas un sportif du tout. Et il écoutait un match de hockey. Ça fait que j'ai demandé plus d'explications, mais il dit, je joue pour le programme olympique. Mais à partir de ce moment-là, j'ai dit, moi, un jour, je vais jouer pour mon équipe du Canada aux Jeux olympiques. Puis malheureusement, quand j'ai fini à l'Université de Sherbrooke, j'étais un assez bon joueur de hockey. J'aurais aimé jouer pour le Canada, mais
Ils ont cancellé le programme de hockey en 72 et en 76. Moi, j'avais gradué en 69, fait que j'étais dans mes meilleures années. Ça fait que j'ai dit, vu que je peux pas jouer personnellement pour mon pays, ben, je vais devenir un coach. Fait que tout le temps, tous mes objectifs étaient concentrés vers le coaching. Maintenant, je vais coacher une équipe universitaire parce que je savais qu'il fallait que je sois un coach universitaire pour accéder au programme olympique. Fait que peux-tu imaginer le jour où Sam Pollock, tout le monde connaît Sam Pollock qui a bâti des dynasties avec le Canadien, lui était devenu en charge de l'équipe olympique du Canada. Il m'a appelé à Moncton un lundi matin pour me demander si je voulais coacher les Olympiques du Canada aux Jeux olympiques à Sarajevo. OK. Hey! J'ai dit, je suis honoré. Fait qu'il me dit, toi, prends le prochain avion et viens me trouver Montréal, Trezec, demain. J'ai sauté dans le premier avion, je me suis rendu à Montréal, on a signé le contrat. Puis j'ai travaillé avec Sam Pollock puis l'équipe olympique du Canada. Fait que moi, là, quand j'étais dans la parade pour mon pays à Sarajevo en 84, je me dire une chose, j'étais le gars le plus heureux du monde. Pour moi, j'avais atteint le pinacle du hockey comme athlète, coach et ainsi de suite. Et jamais que je me doutais à ce moment-là qu'un jour, je coacherais le club de hockey canadien parce que c'était pas dans mes objectifs. Mais à Sarajevo, un soir, je soupais avec Marcel Aubry des Nordiques, puis l'autre soir, je soupais avec Serge Savard. Parce que les deux voulaient que j'aille travailler pour leur équipe. C'était la période où on engageait des universitaires. Ça fait que j'ai choisi le Canadien à cause de Jean Béliveau, qui était mon idole. Parce que les Nordiques, moi, à Moncton, je connaissais pas les Nordiques. Eux autres, là, au Nouveau-Brunswick, on les voyait jamais à la télévision. Ici, au Québec, vous les voyez, mais moi, j'étais au Nouveau-Brunswick, je ne connaissais pas les Nordiques, moi. Mais j'ai choisi le Canadien, même si le salaire des Nordiques était meilleur que celui du Canadien. OK. Ça fait que Sarajevo, pour moi, c'est ce qui m'a lancé dans toutes sortes d'aventures inimaginables, comme le Canadien de Montréal. Après ça, ça a été les communications, ça a été San Francisco dans la Ligue internationale, ça a été les Moose du Manitoba, puis ça a été par la suite Genève, parce que j'ai coaché à Genève en Suisse, et pour terminer le plat, ben, avec l'Israël. Dans le fond, Sarajevo, ça vous a ouvert les portes d'un univers. Oui, de l'univers. C'est le cas de dire. Puis, c'est sûr que la Ligue nationale, c'est pas l'univers. C'était pas l'univers à ce moment-là. Mais quand je suis allé avec l'Israël, coacher l'Israël, ben là, ça m'a appelé à aller en Corée du Sud, en Bulgarie, partout où il y a du hockey au monde. Le seul continent que j'ai pas vu, ben, c'est l'Australie, parce que l'Israël n'avait pas d'argent pour nous envoyer là-bas. Fait qu'on est allé en Roumanie à la place, mais il reste que Sarajevo, mon rêve, c'était d'aller aux Olympiques, puis à partir de Sarajevo, ben là, comme tu dis, les portes de l'univers se sont ouvertes. Moi, j'avais 3 frères qui jouaient. C'est les frères Eisenman qui jouaient pour moi en Israël. L'équipe senior d'Israël, ils font face au mont Everest. On avait gagné la médaille d'or avec eux autres. Fait qu'on avait parti de la division 2, puis on avait monté en division 1. Mon capitaine Sergei Bello, puis Eddie Ravniaga. Il y a un monsieur, un juif de Montréal, un homme d'affaires, qui m'appelle chez moi et dit Jean, est-ce que tu viendrais donner une journée de ta vie pour l'équipe d'Israël? Là, j'ai dit l'Israël? Ils ont du hockey. Non, mais ça, il était à Montréal. C'est l'équipe qui faisait un séjour à Montréal pour apprendre les rudiments du hockey.
Ça fait que je savais pas, moi, que l'Israël avait une équipe de hockey sur glace. Moi, je pensais que c'était une équipe de roller hockey. Ah non, c'est une équipe sur glace. Ça fait que je suis allé de donner une journée de ma vie à Côte-Saint-Luc, à Montréal. Et là, je me suis tenu en contact avec ce monsieur-là, qui lui est devenu le président du hockey en Israël, même si c'était un homme d'affaires de Montréal. Et là, à un moment donné, Roger Nielsen, que tout le monde connaît dans le domaine du hockey, lui avait parti une école de hockey en Israël. Et il est malheureusement décédé. Et pendant 2 ans, ils n'ont pas eu d'école de hockey en Israël. Fait que là, il m'a demandé à un moment donné d'aller partir l'école de hockey en Israël. L'école de hockey qui avait été inaugurée par Roger Nielsen. Et c'est là que je lui ai dit, ben ça m'intéresse certain. Puis j'ai dit, je vais y aller à une condition, c'est que je vais pouvoir travailler une semaine à l'école de hockey, mais vous allez payer mes dépenses pour visiter le pays. Parce que moi, quand j'étais au séminaire Saint-François à Cap-Rouge, j'avais étudié la Palestine. Fait que j'ai dit, je veux voir ce que j'ai étudié dans les livres. Ça fait que je suis allé pendant 10 ans en Israël. C'était toujours la même affaire. À toutes les fois, je visitais quelque chose de nouveau en Israël, la Terre Sainte, parce que c'est le pays des 3 plus grandes religions au monde, le christianisme, l'islam et la religion juive. Donc, j'ai visité le temple, je suis allé à Nazareth, je suis allé me baigner dans la mer morte. J'ai vu des choses extraordinaires en Israël. C'est un pays extraordinaire, l'Israël. Ça fait que je suis revenu la première année de mon école de hockey, et là, le président dit, Jean, je ne sais pas ce que ça fait à ces jeunes-là. Ils veulent que tu les coaches au championnat du monde, des 18 ans et moins. Ça t'intéresse-tu? J'ai dit, ça m'intéresse certain. Ça fait que je suis parti pour la Bulgarie. J'ai coaché l'équipe des 18 ans et moins d'Israël. On a gagné la médaille de bronze. Il n'avait jamais gagné de médaille. Je reviens de là. Et là, il dit, Jean, assis-toi ici. Veux-tu en savoir une bonne? Et il dit, l'équipe senior d'Israël devait être coachée par l'ancien entraîneur des Sabres de Buffalo. Je ne me souviens pas de son nom, là. Mais il dit, il ne peut pas y aller parce qu'il y a un empêchement. Il dit, voudrais-tu aller coacher l'équipe senior en Serbie? Je m'en vais en Serbie avec l'équipe senior. On gagne la médaille d'or de notre groupe. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, tout a déboulé. Puis ils m'ont demandé de m'occuper des 2 équipes pendant de nombreuses années. Mais je l'ai toujours fait pour développer le coaching en Israël. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que faut que tu te mettes dans le contexte que l'Israël, c'est un pays de 6 millions d'habitants. Et là-dessus, il y a 1,5 million de Russes. Puis c'est à cause des Russes qu'il y a du hockey en Israël. Mais les Russes ne veulent pas coacher les autres Russes. Fait que moi, en étant un ancien du Canadien de Montréal, eux autres, là, pour eux autres, moi, j'étais la sommité. Puis ils m'écoutaient comme si j'avais été un prophète. Ça fait que j'allais en Israël, j'avais beaucoup de plaisir avec eux autres. J'allais au championnat du monde. Beaucoup de plaisir. On remportait quasiment des médailles à toutes les fois. Mais mon but, moi, c'était d'aider à partir un bon programme en Israël. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était peine perdue à un moment donné parce qu'il y avait juste une patinoire de dimension olympique en Israël. Puis avec ça, tu peux pas améliorer ton hockey. Ça, c'était en quelle année, ça, que vous avez fait ça, l'école? J'ai commencé en Israël en 2003 jusqu'en 2013. Oui.
La dernière fois que je suis parti pour aller coacher l'Israël, j'étais rendu ici en Gaspésie. OK. Ça fait qu'en 2013, j'ai décidé que j'avais fait mon temps. Tu connais ces gens-là? Quand vois-tu Ronald Coré, Bob Gainey, Serge Savard, puis moi, quand on a gagné la Coupe Stanley. Vous avez été l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Puis c'est à la saison 85-86 que vous avez gagné la Coupe Stanley. Oui. C'est quoi que ça vous a fait de remporter ça? C'est naturellement, c'est très dur de coacher dans la Ligue nationale. C'est victoire, puis si tu n'as pas de victoire, ben tu gagnes, tu resteras pas là longtemps. Ça fait que moi, la première année, j'ai été chanceux, on gagne la Coupe Stanley. Mais les 2 autres années, là, ça a été extraordinaire. Hey, première année, Coupe Stanley. Deuxième année, la finale de la conférence. La 3e année, j'étais en nomination pour le coach de l'année, 103 points. Mais il y a eu certains incidents, puis j'ai été mis dehors à ma 3e année. Puis, je le dis tout le temps, le sport professionnel, là, c'est une jungle. Faut que tu gagnes, mais en même temps, faut que tu fasses toujours attention aux gestes que tu poses, faut que tu fasses attention à la discipline, faut que tu fasses attention à un paquet de détails. Et moi, ben, j'avais une équipe de jeunes, moi, là. Quand je suis arrivé avec le Canadien, j'avais 9 recrues, puis pas des faciles, là. Ça s'est jamais vu dans l'histoire du Canadien, là, d'avoir 9 recrues au sein de leur alignement. Et naturellement, les Chelios, Swoboda, Corson m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Puis finalement, ben, ils se sont rentrés en pleine nuit, la tête sur un poteau, sur un lampadaire, puis j'ai perdu ma job à cause de ça. Ça fait que tu sais jamais ce qui va arriver quand tu coaches à ce niveau-là. Mais ça fait rien. Moi, j'ai sorti de là la tête haute. Puis ben là, je suis parti par la suite chez les Nordiques pour 1 an. Mais les Nordiques étaient en reconstruction. C'était malheur par-dessus malheur pour les Nordiques à ce moment-là. Ils n'avaient pas fait des bons choix au repêchage. Il y a eu des joueurs vieillissants comme Peter Stastny, Michel Goulet, qui étaient à l'apogée de leur carrière, puis même sur la pente descendante. Avec l'entraîneur Ron Lapointe qui a eu le cancer durant la saison. J'ai fini la saison. J'avais été engagé comme directeur général adjoint. Finalement, ben, j'ai fini la saison derrière du banc. Ils ont ramené Michel Bergeron. Ça a été une catastrophe encore. 32 points pour Michel. Non, l'équipe des Nordiques s'en allait vers les bas-fonds. Et j'ai décidé à ce moment-là que c'était préférable, puisqu'il ramenait Michel Bergeron, que je voulais pas nuire à Michel, nuire à l'organisation. C'était préférable que je m'éclipse. Parce qu'il aurait fallu que je passe, il me l'avait bien dit, là, Maurice Fillon, Marcel Aubu. Michel Bergeron est revenu, donc il va falloir que tu sois sur la route pendant 10 mois. Hey, moi, je n'étais pas parti de Montréal, m'en aller avec les Nordiques pour partir sur la route pendant 10 mois. Ça fait que j'ai décidé que c'était préférable pour mon bien-être personnel de quitter les Nordiques puis de m'en aller dans les communications. Fait que c'est à partir de là que la Ligue nationale de hockey, ça, c'était fini. Oui, c'était fini. Moi, j'avais pas l'intention d'aller coacher une autre équipe puis me faire congédier une autre fois. Tu sais, 103 points, tu te fais congédier, j'ai trouvé ça dur. C'était dur à prendre. J'ai eu une coupe d'offres. J'aurais pu, au lieu d'aller avec les Nordiques, j'aurais pu aller avec les Oilers Edmonton. Glenn Sainter voulait que j'aille coacher son équipe là-bas avec John Muckler, que je connaissais très bien, avec lequel je m'entendais bien. Mike Keenan, avec lequel je m'entendais bien, il voulait que j'aille lui aider avec les Blackhawks de Chicago. Non! J'ai refusé d'aller avec l'équipe nationale d'Italie. Ça fait que, non, j'ai dit, tiens, on s'embarque dans les communications, on va essayer de faire une bonne job là-dedans. Puis
C'est ça que j'ai fait pendant de nombreuses années. Jusqu'à temps que, en 94, il y a eu le lockout dans la Ligue nationale. J'étais analyste pour les Nordiques à ce moment-là. Et j'ai eu une offre pour aller partir l'équipe de San Francisco dans la Ligue internationale. Vu qu'il n'y avait pas de hockey, naturellement, il y a eu une autre ligue qui est devenue aussi intéressante, la Ligue internationale. Fait que je suis parti là-bas à San Francisco pendant 2 ans. Coupe Canada 87, avec Mario Lemieux, Wayne Gretzky, ben, tu vois ici Grant Fuhr. Bon, vous avez travaillé vous avez fait le Canadien, vous avez fait les Nordiques, puis vous avez été analyste pour le Nordique. Oui. Est-ce qu'il y avait vraiment une rivalité à ce point marquante entre le Canadien et le Nordique? Rivalité, tu comprends? Quand tu coaches ou tu travailles dans l'organisation des Nordiques, dans ton contrat, il y a des bonus si tu bats le Canadien. On n'avait pas ça à Montréal, par exemple. Ben, à Québec, c'était le cas. Fait que quand tu fais partie de l'organisation, c'est sûr que c'est la rivalité, puis pas à peu près. Les journaux parlent de ça, puis la radio, puis la télévision pendant une semaine de temps. Même s'il y a 2-3 games avant les Nordiques, puis le Canadien, là, ils vont parler juste de ça quand même. Les autres games, c'est pas important. Puis même les journalistes, ça s'engueule entre eux autres, les journalistes de Montréal, puis de Québec. Puis, en tout cas, c'est vraiment, vraiment intéressant de voir ça. Puis quand tu tombes en arrière d'un micro, ben là, tu te rends compte là, que c'est gros. À Québec, il fallait que tu parles des Nordiques, même pendant la saison morte, là. Tous les soirs, pendant l'été, fallait que tu parles des Nordiques. À Montréal, il y avait les Expos, puis il y avait les Alouettes. Mais à Québec, c'était les Nordiques. Puis va pas ouvrir ton micro là, lors des émissions de sport, puis commencer avec le Canadien ou commencer avec les Alouettes, même s'il y avait une grosse nouvelle, ou les Expos. Fallait que tu commences ton émission en parlant des Nordiques, là. Ça fait c'était du sérieux, ça, je peux te le garantir. C'était la fierté de Québec. Ben oui. Puis, à un moment donné, je disais à mon directeur général de la station, j'ai dit, là c'est vraiment, tu sais, il y a d'autres choses que juste le Jean. Puis là, je leur disais aussi, là, hey, les Nordiques vont mal, faut qu'on soit positif, là. Hey, des années comme moi, j'étais en arrière du micro, là, t'as 32 points, puis là, c'est une équipe qui est en complète restructuration, puis fallait améliorer cette équipe-là. Tu sais, c'était négatif souvent, là. Tu gagnais pas souvent. Fait que, là, je disais à mon directeur général, ben, on va partir avec quelque chose de plus positif, les Expos, ou quelque chose d'autre, les Alouettes. Non. Il dit, Jean, ici, c'est les Nordiques. Ouais, mais là, ça va. Jean, les Nordiques, c'est un petit bébé qui est malade à l'heure actuelle. Puis quand il est malade, là, ben, il faut que tu l'entoures encore plus de caresses puis de soins. Ça fait qu'il dit, va revenir, le bébé va revenir en santé, puis puis finalement, ben, je suis parti en 94 lorsque les Nordiques sont partis sur un autre pente, là, une pente plutôt ascendante. Et tout à coup, moi, j'étais à San Francisco, puis j'entends parler que les Nordiques sont vendus à un groupe de Colorado. Et les Nordiques qui gagnent la Coupe Stanley, peux-tu imaginer, en partant de Québec? Ça se peut-tu? Ben, qui leur a aidé à gagner cette Coupe-là? Ben, naturellement, ben, c'est celui qui m'avait donné ma Coupe Stanley à Montréal. Puis je l'ai dit à tout le monde à Montréal, si j'ai gagné une bague de la Coupe Stanley, c'est à cause de Patrick Roy. Puis Patrick a fait la même affaire avec les Avalanches. Puis là, les Nordiques, bon, comme tu as dit, sont partis à Colorado. Pensez-vous qu'il y a un retour du Nordique possible à Québec? Avec Bettman, ça va être bien difficile. Bettman veut agrandir encore plus son autonomie sur les clubs américains.
il veut que le hockey devienne encore plus gros côté américain. Puis tu as vu qu'est-ce que c'est qu'il a fait. Il est allé chercher Las Vegas. Là, il va chercher Seattle. Ça fait que là, il faut se croiser les doigts pour qu'une équipe comme les Panthères, à un moment donné, les propriétaires disent on en a assez, là, on n'est plus capable de fonctionner, il faut vendre l'équipe. Puis c'est un déménagement qui va faire en sorte que Québec va avoir une équipe. Parce qu'il n'y aura pas de nouvelle franchise à Québec. Il va y avoir une équipe qui va déménager à Québec. C'est la seule possibilité. OK. Vous avez, on voit votre bague du Canadien. Vous vous êtes fait voler, cette bague-là. Puis vous avez été obligé de la racheter. C'est quoi cette histoire-là? Ouais, je revenais d'Europe parce que moi, quand je coachais l'Israël, j'emmenais ma bague de la Coupe Stanley parce que pour moi, c'était une motivation. Mais quand je suis dans l'avion, il faut que je l'enlève. Parce qu'on vient les doigts et les mains enflées. Ça fait que je l'avais mis dans mon attaché-caisse. Puis là, je suis revenu à Montréal. Puis j'avais une entrevue avec une compagnie à Montréal. Puis je l'ai laissé dans mon camion. Puis il y a un monsieur je le vois encore sur le coin là, de l'université puis Clermont, qui me regardait, il m'avait spoté, puis il m'a volé mes affaires à l'intérieur de ma voiture. J'avais un Jeep Liberty qui avait une vitre. Moi, je savais pas qu'il y avait un problème avec ces Jeeps-là. Puis finalement, lui, il connaissait tous les défauts de cette année-là. Ça fait qu'il m'a volé à l'intérieur, passeport, tout ce qu'il y avait dans mon auto. Puis finalement, je demandais à mes chums, j'ai dit, surveillez donc sur eBay là, pour voir si ma bague ne passerait pas, parce que je me suis rendu compte que ma bague était là-dedans. Ça fait que ils ont surveillé sur eBay, rien. Mais au bout d'11 jours, il y a un propriétaire de bar à Laval qui m'appelle, il dit, Monsieur Perron, il y a un gars qui est en train de vendre votre bague ici. J'ai dit, appelle la police. Ah non, il dit, je peux pas faire ça. Il dit, moi, j'ai des enfants qui sont jeunes, puis il a de l'air malin, lui. J'ai dit, comment il vend ça? Il dit, il vend ça à 4500. Ça fait que j'ai dit, quand il va descendre à 2000, je rachète. Fait que j'ai été chercher ma bague le lendemain pour 2000 $. C'est quoi? C'est-tu le propriétaire du bar qui l'a acheté? Oui, qui l'a acheté. Ben oui, parce que quand il m'a appelé chez moi, j'ai dit, comment ça que vous avez mon numéro de téléphone? Ben, il dit, lui, il n'a pas de portefeuille. Ben oui. Il y a mon passeport, portefeuille, toutes mes cartes d'identité là-dedans. J'avais ma carte d'appel aussi. Ça fait que sur ma carte d'appel, il a vu mon nom. Puis moi, à ce moment-là, je travaillais à TQS à 110%. Puis 110%, tout le monde regardait ça. Les maniaques de hockey écoutaient tout 110%. Ça fait qu'il dit, Monsieur Perron, il dit, je vous aime bien gros, c'est pour ça que je vous appelle pour vous dire que votre bague est en train de se promener dans mon bar. Fait que lui, il a donné 2000 à ce gars-là, puis moi, le lendemain, je suis allé chercher ma bague. Ouais. Ça, c'est en quelle année, ça? Ça, c'est dans les à peu près 2005, à peu près. 2005, 2006. OK. Ouais. Vois-tu, lundi 16 mars 1981, c'est notre premier championnat canadien, ça, d'Israël, des Aigles Bleus, de l'Université de Moncton. Fait que j'avais regardé ça, vois-tu, il a posé notre équipe. Hey, là, quand on est arrivé à... Les Aigles Bleus sont champions du hockey universitaire, les Aigles Bleus ont joué avec leur cœur. Les Bleus et Or fait manger les mots des gens de l'Ouest. 3 Aigles Bleus sur l'équipe d'étoiles. Vous avez, on revient un peu dans le temps, là. Vous avez un lien particulier avec l'Acadie? Ah ben oui, moi j'ai toujours dit que j'étais un adopté de l'Acadie. Parce que vous avez entraîné leur équipe quand même pendant 10 ans de temps à Moncton. Oui, j'ai entraîné les Aigles Bleus pendant 10 ans de temps. Et moi, je suis devenu accro à l'histoire de l'Acadie. Fait que j'avais dit à mes 2 gars, avant d'aller partout au monde, j'ai dit, vous allez mettre vos pieds dans l'océan Atlantique et Pacifique. Ça fait que dans l'Atlantique,
j'ai amené mes gars à tout ce qui était acadien. Il y a un village acadien au Nouveau-Brunswick, il y a un village acadien à l'île du Prince-Édouard, il y a des villages acadiens partout en Nouvelle-Écosse. Je les ai tous montré ça. Et quand je me suis fait congédier dans l'île de Saint-Anne, j'étais allé en Louisiane. Puis j'ai passé un mois en Louisiane pour voir tout ce qui s'était passé au niveau de l'histoire acadienne. Parce que quand tu travailles à l'Université de Moncton, ben, tu apprends toute l'histoire des Acadiens. Donc, je suis allé passer un mois en Louisiane. Donc, je retourne à Moncton là, au moins 2 fois par année. Puis là, d'autant plus que Carole, son garçon étudie à Moncton même, au collège Holton. Ça fait que je retourne encore plus souvent. Comment vous avez reçu ça, cet honneur-là, d'avoir été nommé entraîneur du siècle en Acadie? Ça c'est assez spécial. Écoute, quand on a du succès, puis quand on s'implique dans la communauté, ben c'est des honneurs que tu reçois. Mais, tu sais, j'ai reçu cet honneur-là, mais il reste que j'avais une bonne équipe qui m'encadrait. Moi, quand je suis arrivé avec le Canadien, là, puis après avoir monté mon programme à l'Université de Moncton, puis avoir eu du succès des championnats canadiens à gauche par à droite, là, puis Atlantique, j'ai dit à Serge Savard, j'ai dit, il faut améliorer le système à Montréal. Fait que j'ai emmené des docteurs en nutrition, des docteurs en physiothérapie sportive, j'ai amené des docteurs en entraînement. Serge m'a toujours donné le feu vert. Parce que je le faisais à l'Université de Moncton. Fait que, tu sais, le Canadien se devait à un moment donné d'être à la page. Parce que quand Serge a pris l'équipe en 82, là, ça allait pas trop bien pour le Canadien. Là, il a décidé de mettre un paquet de monde dehors, puis on fait un ménage. Puis moi, je suis arrivé là-dedans avec Jacques Lemaire, puis il m'a donné la chance, justement, de mettre le club de hockey canadien à la page. Puis Serge était très ouvert. Serge a toujours été un homme qui était visionnaire. Ça fait qu'il acceptait ça. Avec toute votre expérience en tant qu'entraîneur, selon vous, ça serait quoi comment je dirais ça? Qu'est-ce qui ferait un bon entraîneur? Pour être un bon entraîneur, premièrement, il faut que tu connaisses ta matière, ça c'est sûr, mais il faut que tu sois un bon communicateur. Surtout avec la génération à laquelle on vit aujourd'hui. Avant, les joueurs ils t'obéissaient à la lettre. C'était oui, puis oui, puis oui, puis ils t'écoutaient, ils rentraient dans le moule. Mais il faut aujourd'hui que tu sois un communicateur hors pair. Ça, il n'y a aucun doute. Ensuite de ça, il faut que tu sois passionné. Écoute, communicateur, il faut que tu sois passionné, il faut que tu sois un leader. Un leader, c'est un rassembleur. Trouver tous les moyens possibles pour faire en sorte que les gars qui viennent de partout au monde, de la Suède, et ainsi de suite, puissent travailler tout le monde ensemble, parce que c'est des différentes cultures, puis faut que tu gagnes. Donc, faut que tu sois un leader, puis un leader, c'est un rassembleur. Puis moi, j'étais chanceux. Si j'avais pas des rassembleurs, moi je le savais, il fallait que je sois un rassembleur, mais j'avais des leaders comme Larry Robinson, Bob Gainey, Bobby Smith, des gars de même, tu sais, Ryan Walter. C'est tous des gars qui sont devenus des coachs dans les nationales. Moi, je le disais à tout le monde, j'ai dit, vous autres, là, vous allez devenir des coachs. Il y en a qui disaient, je suis pas intéressé de devenir un coach, mais par la suite, ils sont devenus, soit qu'ils sont devenus coachs ou encore qu'ils sont devenus dirigeants d'une équipe dans la Ligue nationale. OK. Tu me disais que, un certain temps, les joueurs en tout cas, agissaient d'une telle façon par rapport à aujourd'hui. Dans le fond, c'est ça, le hockey d'il y a 30 ans puis aujourd'hui, comment vous la voyez?
hockey-là? Au niveau de la gérance de l'équipe, ça n'a pas changé, là. Tu sais, il faut que tu fasses du bon repêchage. C'est sûr que le plafond salarial met tout le monde sur un même pied d'égalité. Mais à part que le hockey qui est beaucoup plus rapide, puis des systèmes de jeu qui se sont améliorés, le hockey est plus rapide, il reste que c'est... Le cadre d'équipe doit être le même que qu'est-ce que c'est que moi j'ai vécu, là. Des bons leaders, bons capitaines, de la bonne gérance, où ce que tu mets tout en... Parce que dans la Ligue nationale, là, il y a de l'argent, ça te sort par les oreilles. Ça sort par les oreilles. Ces gens-là là, sont milliardaires. Donc, si tu as besoin de bien encadrer tes joueurs, tu as tous les moyens imaginables. Ben, dans nos années, nous, on avait moins d'entraîneurs adjoints, mais on avait les mêmes ambitions, avec les mêmes encadrements à un niveau peut-être plus bas. Mais moi, ce que j'ai demandé à Serge, je l'ai toujours eu. Ça fait que, comme on dit en anglais, money is no object. Ça fait que tout est bon pour que l'équipe gagne. Puis quand tu gagnes, ils te donnent tout. Et quand tu perds, on va dire une chose, va pas demander la lune parce qu'ils vont dire, ben écoute, fais tes preuves, après ça, on verra. Ouais. Une petite question comme ça, je crois que c'est peut-être une grosse, on va voir. La violence au hockey, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que dans le fond, on voit, puis pas juste là au niveau adulte, là, mais c'est vraiment, ça touche vraiment le hockey au grand complet, tant les mineurs que seniors. Parce qu'on voit on voit que même des jeunes à cette heure font des commotions cérébrales au hockey. Donc, Ben, écoute, dans mes années, on avait de la violence aussi, là. Ça se battait, puis pas après, il y avait des batailles générales. Mais à un moment donné, là, on s'est rendu compte quand les durs à cuire comme Cordick commençaient à mourir, des joueurs d'un bord puis de l'autre, qu'il y avait des problèmes de commotion, la Ligue nationale a dit « Wow, on va essayer de protéger nos joueurs. On veut pas que les meilleurs joueurs, surtout les meilleurs joueurs, se fassent assommer à coups de coude ou de bâton ou quoi que ce soit. Ça fait que on a mis des règlements beaucoup plus stricts. Mais à la base, ça se doit de commencer au niveau mineur. Il faut prêcher le respect de l'adversaire. Puis il y a un paquet de parents, il y a un paquet d'associations qui ne le font pas. Fait qu'à un moment donné, le jeune, lui, qui regarde la télévision puis qui voit des tueries à gauche pas à droite, des écoles secondaires où il y a des gars qui rentrent avec des carabines puis tout ce que tu veux, des mitraillettes puis ils descendent après tout le monde. Ben le jeune il dit peut-être que c'est ça la vie, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut que tu montres à tout le monde, surtout ceux qui sont dans un sport où il y a beaucoup de contact physique, que tu peux aller jusqu'à un certain point, mais que tu ne peux pas dépasser des bornes. Donc, ça commence à la maison avec les parents. Faut pas que les parents arrivent puis qui encouragent dans les estrades la violence en disant « va le tuer », parce que le jeune lui va dire « Ah, si mes parents me le permettent, ben, le coach ne le veut pas, mais mes parents disent oui. » Ben, à ce moment-là, il va prendre une attitude vis-à-vis de l'adversaire qui va entraîner justement coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Puis à un moment donné, mais ça va déborder, puis il va y avoir des suspensions. Mais le respect, ça se doit d'être enseigné à très bas âge, dans tous les domaines, et surtout lorsqu'on a des sports où il y a des contacts physiques. Parce qu'il y en a une gang, là, quand ils jouent au hockey, là, l'adrénaline lui monte au plafond, comme on dit, puis là, ils perdent le nord. Puis il y a, comme on a vu à un moment donné, dans sa Côte-Nord, il y en a un
qui a 41 ans, il a décidé, lui, qu'il donnait un coup de poing d'en face de l'arbitre. Ben là, 41 ans, pourquoi? Parce que, à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un à côté de lui pour le protéger, pour dire, hey, arrête là. C'est pour ça que moi, je pense toujours que les leaders se doivent de monter aux barricades dans des situations comme ça. Tu peux pas laisser tes joueurs là, abuser de l'arbitre, abuser de l'adversaire. Il faut que à l'intérieur de l'équipe, non seulement le coach, les gérants, mais aussi les joueurs qui vont aider. Parce qu'on les connaît tous, ceux qui sont portés. Tu sais, à Montréal, là, on regarde Domi puis Shaw. Eux autres, là, je vais dire une chose, comme on dit, ils ont vraiment l'adrénaline au fond continuellement, puis sont portés à vouloir répliquer à tout ce qui se passe vis-à-vis d'eux autres. Mais c'est pas... tu sais, ça arrive... il faut que quelqu'un comme Gallagher, qui lui a l'adrénaline au fond, mais qui se contrôle, d'aller voir ces gars-là pour lui faire comprendre. Il n'y a pas juste le coach Julien. OK. Bon, on est dans ton restaurant, puis c'est à la veille d'ouvrir, fait qu'on on va... je pense qu'on va passer un peu l'étape hockey. Ouais. Vous êtes maintenant à Chandler depuis, je crois, 2011 ou 2012, en tout cas. Oui, 2011 que je viens ici régulièrement, oui, puis là, j'ai une maison ici. Puis... C'est quoi qui vous a amené dans la région? Ben, j'ai été invité comme président d'honneur du tournoi de Pee-wee Chandler. Puis c'était Carole Chadard qui était la présidente à ce moment-là du tournoi. Donc, j'ai entretenu des relations avec elle 3 mois après le tournoi. Puis finalement, ben, on a sorti ensemble. Puis on a décidé l'année dernière de se marier. Ça fait qu'elle vous a amené ici. Ma conjointe m'a amené ici. Moi, j'étais à la période de pré-retraite. Les premières années, je me promenais à Montréal. Puis j'allais faire toutes mes affaires un mois. Dans un mois, je pouvais partir pendant une dizaine de jours. Mais depuis qu'on a le restaurant ici, ben, là, maintenant, toutes mes activités sont concentrées ici à Chandler. En plus, vous avez votre petit vous êtes commentateur aussi à la radio. Oui. J'ai mes commentaires que je fais à partir de la maison, à Bleu FM, puis à différents postes un peu partout au Québec. Vous gardez toujours vos liens avec le sport, dans le fond? Ah oui, je suis très impliqué là-dedans. Je vous demanderais, ce serait quoi votre plus beau souvenir? Le plus beau souvenir dans le domaine du sport, c'est la parade de la Coupe Stanley à Montréal sur la rue Sainte-Catherine. 1 million de personnes qui acclament ces héros-là, pour me dire une chose, c'est quelque chose de spécial. Ça, ça dépasse tout entendement. Il y a des gens ne peuvent pas s'imaginer comment c'est gros le hockey ici au Québec quand tu gagnes une Coupe Stanley. Le deuxième, naturellement, quand j'ai fait partie de la parade de mon pays aux Jeux olympiques, la parade d'ouverture, aux Jeux olympiques de Sarajevo. OK. Ouais, des beaux souvenirs, ça. Oui. Avez-vous des regrets? Non, comme tel, naturellement, le pire jour de ma vie, ça a été le jour où je me suis fait congédier par le Canadien. Ça, c'est dur à accepter. Ça, c'est dur à accepter, mais à un moment donné, tu passes par-dessus ça. OK. Est-ce que vous avez, à part le hockey, d'autres intérêts aussi dans la vie? Même si vous êtes rendu à votre retraite. Hein? D'autres intérêts, c'est sûr qu'on a le petit restaurant ici, la loge à Perron, on a, naturellement, j'ai des petits-enfants. Je suis rendu grand-père 3 fois. Donc, j'essaie d'être le plus présent possible. Et je suis sur 2 conseils d'administration ici à Chandler. Je suis conseil d'administration du club de golf et de la fondation de l'hôpital de Chandler. Donc, mon assiette est pleine. Dernière question pour terminer. Quelle serait la valeur la plus importante selon vous?
L'honnêteté. L'honnêteté, là, l'honnêteté, c'est, d'après moi, la valeur qui te fait passer partout. Être honnête, là, ça t'amène à ouvrir des portes. OK. Ben, Monsieur Perron, merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre restaurant. Ça me fait plaisir. Passez une belle journée. Merci. Bye bye.